à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site web à www.chirurgiequebec.ca. Bonjour à tous, mon nom est André Bégin du Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Bienvenue à cet épisode du balado intitulé Scalpel sur le sel, qui traitera de hernie hiatale. Je reçois aujourd'hui ma collègue Dr Émilie Comeau du CHUS Pavillon Hôtel-Dieu. Dr Comeau a fait sa formation en chirurgie à l'Université de Sherbrooke et son fellowship en chirurgie minimalement invasive et bariatrique à New York. Merci de te joindre à moi pour cette activité. Merci de l'invitation. Sans plus tarder, nous allons donc faire notre survol de la hernie hiatale. Si on commençait par une définition d'une hernie hiatale, Émilie. En fait, la hernie hiatale, ça se définit par la protrusion de toute structure intra-abdominale autre que l'œsophage dans la cavité thoracique via finalement un élargissement de l'hiatus diaphragmatique. OK, est-ce que c'est un problème fréquent? C'est effectivement très fréquent, surtout, on va y revenir plus tard, pour les hernies hiatales de type 1. Et c'est important de différencier cette hernie hiatale-là qui est fréquente des autres hernies qu'on peut avoir au niveau du diaphragme. Alors, comme tu le sais, il y a des hernies diaphragmatiques congénitales, Bogdalek, puis il y a aussi des hernies acquises, des hernies traumatiques. Il peut y avoir même des hernies parahiatales, iatrogéniques suite à des chirurgies. Est-ce que ça peut facilement être mépris l'une pour l'autre ou c'est facile de faire la différence? Avec un bon radiologiste, habituellement, puis un œil averti, là, avec des bonnes coupes de scan, on peut faire la différence. Mais c'est sûr que sur un rayon X du poumon, ça peut être très semblable. Évidemment, il y a des positions anatomiques là, tout à fait différentes pour les différentes hernies. Excellent. Donc, on va sûrement en reparler lorsqu'on parlera des investigations. Mais si tu nous parlais des différents types de hernies hiatales. Donc les hernies hiatales sont habituellement définies là, en 4 types. Et le type 1, qu'on appelle la hernie par glissement, ça représente 95% des hernies hiatales. C'est vraiment une jonction là, céphalade de la jonction gastro-œsophagienne dans le thorax. Mais il y a une conservation là, de l'alignement longitudinal de l'œsophage et de l'estomac. Puis le fundus, lui, reste en intra-abdominal. Donc, évidemment, ça peut être vu assez fréquemment. Là, tous les chirurgiens gastro-entérologues qui font des gastroscopies. C'est sûr aussi que la gastroscopie, ça peut être un effet là qui, il y a quand même une condition où on promouvoit peut-être des fois des efforts, mais on voit là, que certains patients peuvent avoir leur jonction gastro-œsophagienne dans le thorax. Et cette condition-là peut être tout à fait asymptomatique. Les autres types de hernie hiatale, là, les 2, 3 et 4, peuvent être regroupés là, sous le terme de hernie paraœsophagienne, mais habituellement, la hernie paraœsophagienne classique, c'est la type 2. La type 2, c'est la hernie par roulement. Et là, le fundus est en intrathoracique, mais la jonction gastro-œsophagienne reste en intra-abdominal. C'est quand même une hernie rare. La type 3, c'est une hernie mixte. À ce moment-là, à la fois, le fundus et la jonction gastro-œsophagienne sont en position intrathoracique. Puis là, ce type-là, c'est le type le plus fréquent des hernies de type paraœsophagienne. Donc, quand j'inclus les 2, 3, 4, c'est vraiment la type 3 la plus fréquente. Puis la dernière, c'est ce qu'on appelle le type 4, une hernie hiatale qui contient aussi une autre structure à part l'œsophage et l'estomac. Et ça va être aussi banal que de l'épiplomb. Mais on voit aussi le côlon, le grêle. J'ai même déjà vu des bouts de pancréas et d'autres structures comme la rate attirée à l'hiatus. Parmi ces types de hernie hiatale, est-ce qu'il y en a qui se présentent plus souvent à l'urgence ou encore qui sont plus souvent opérés? Plus il y a de contenu intra-abdominal, là, on peut dire qu'il y a quand même des risques de volvulus, là. Mais il y a aussi les hernies type 2 où l'hiatus peut être assez petit. Puis ces patients-là, porteurs d'une hernie de type 2, peuvent être à risque là, d'ischémie du fundus. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est probablement malgré tout les types 3 ou les types 4 parce qu'il y a une grosse composante de contenu puis sont à risque de volvulus. Ouais. Est-ce qu'il y a une définition selon le pourcentage de contenu dans la cavité intrathoracique puis est-ce que ça fait une différence dans la prise en charge? Oui, les hernies où on dit qu'il y a plus de 50% qui migrent en intrathoracique sont parfois dans certaines références reconnues comme géantes, mais en fait, ça change pas tant que ça la conduite. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va vraiment utiliser, en tout cas pas moi dans ma pratique. Pour nous, ce qui est le plus important, c'est de savoir un peu la longueur de l'œsophage.
Donc, les types 2 sont habituellement, quoique rares, faciles à opérer parce que tu n'as pas à vraiment penser que tu vas avoir de la difficulté à obtenir une longueur ésophagienne suffisante suite à ta réparation. Puis plus l'œsophage est en intra-thoracique, ben là, plus c'est plus ce genre de considération-là en préopératoire qui nous importe là, que vraiment le contenu ou la taille. Pour ce qui est de la physiopathologie, est-ce qu'il y a un lien avec la membrane phréno-œsophagienne? Ben oui, tu t'appelles du docteur Ledoux qui nous parlait de la membrane phréno-œsophagène pendant notre formation. Donc, en fait, on pense là que c'est vraiment un affaiblissement des fibres d'élastine de cette région-là. On pense quand même que c'est surtout des conditions acquises, mais il y a aussi des rapports là, de cas familiaux. On pense quand même que les hernies paraésophagiennes, là, puis comme je te disais, à partir de maintenant, je vais dire paraésophagiennes pour les 2, 3, 4, les types 2, 3, 4, mais on pense que ça provient aussi probablement de l'évolution de certaines hernies hiatales de type 1, mais aussi on pense que ça peut être des changements anatomiques associés avec le vieillissement. Les maladies dégénératives de la colonne, etc. En fait, on voit beaucoup de femmes, en tout cas moi, je vois beaucoup plus de femmes dans ma pratique, et surtout des 65-85 ans qu'on va opérer là, pour des hernies paraésophagiennes. Puis au niveau des références, les patients ils viennent à toi parce qu'ils ont des symptômes de reflux, de difficulté à avaler, ou bien c'est plutôt l'endoscopiste qui a constaté une béance? Oui, c'est drôle parce qu'effectivement, ça peut être parfois nos collègues gastro-entérologues, mais aussi les internistes, les cardiologues et les pneumologues qui nous réfèrent les patients. Les hernies hiatales de type 1, dont on va pas beaucoup parler aujourd'hui, ça va être les patients qui vont se présenter avec des symptômes de reflux. Donc, la hernie hiatale de type 1, c'est un facteur de risque pour avoir du reflux, sans plus. Donc, le patient peut avoir soit une hernie hiatale asymptomatique ou être un reflueur, donc pyrosis, régurgitation. Par contre, nos patients avec hernie paraésophagienne vont avoir, moi je trouve rarement des symptômes de reflux, peut-être parce qu'ils sont déjà sous IPP souvent. Là, à ce moment-là, ces symptômes-là sont déjà résolus. Mais on va surtout les voir pour des blocages alimentaires, de la satiété précoce, des vomissements, des douleurs rétrosternales, d'où l'implication de nos collègues internistes. Puis aussi des symptômes thoraciques là, compressifs, là, donc de l'essoufflement, des fois aussi des douleurs dans le dos. Donc, on voit que les patients, on s'éloigne finalement des symptômes digestifs purs. Puis on a des patients qui peuvent avoir une combinaison de tout ça ou seulement les symptômes restrictifs au niveau thoracique et les douleurs. Le volvulus, est-ce que c'est quelque chose de fréquent? Est-ce que ça arrive d'opérer ça en urgence, une hernie hiatale? Bien, on a tous entendu parler de la triade de Borchardt. On en voit quelques-uns. Alors, des patients qui se présentent là, avec habituellement des douleurs épigastriques puis des efforts de vomissement inefficaces, puis on dit qu'on fait finalement le diagnostic par l'incapacité de descendre un levine. Dans ces cas-là, il n'y a pas nécessairement urgence d'opérer la hernie hiatale, mais il y a certainement urgence de réduire le volvulus. Donc, soit par endoscopie d'abord, puis ensuite faire une chirurgie semi-élective. Il faut quand même savoir que ces volvulus-là aigus sont quand même différents des volvulus chroniques. De plus en plus, des radiologistes peuvent décrire sur des scans des hernies hiatales volumineuses avec une composante de volvulus chronique, mais s'il n'y a pas d'obstruction, ça n'a pas la même signification. Ça ne veut pas dire que le patient est peut-être pas un peu plus à risque de complications, mais certainement qu'il n'y a pas la même urgence. Est-ce que c'est plus fréquent le volvulus mésentérico-axial? Bonne question. Je ne sais pas. Je dirais que le organo-axial, on le voit plus fréquemment, je pense, parce que le mésentérico-axial, c'est celui où finalement le pylore va se replier vers le haut, puis je pense que dans ces conditions-là, il y a un petit peu plus de risque de causer une obstruction complète. Est-ce que c'est faisable de les réduire quand même en endoscopie ou c'est seulement pour les mésentérico-axiales? Non, c'est sûr que la contre-indication à la réduction endoscopique, c'est la présence d'une ischémie, mais parfois, juste le fait de finalement laisser l'estomac au repos, le mettons en endoscopie, insérer un levine le plus loin possible, réduire, je dirais, aspirer le contenu d'air et de liquide. Des fois, ça va être assez pour que l'estomac se repositionne un peu plus anatomiquement. Des fois, même, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est le faire en 2 étapes. Le gastro-entérologue ou le chirurgien, s'il est à l'aise, peut faire la gastroscopie de décompression, s'assurer qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'ischémie. Souvent, à ce moment-là, les patients peuvent avoir aussi une imagerie de type tomographie, puis on sait qu'il n'y a pas de suspicion d'ischémie. Laisser le levine, faire son travail, retourner le lendemain, puis
s'assurer finalement qu'on doit être capable de passer jusqu'au duodénum éventuellement pour confirmer qu'on a bien réduit le volvulus. Donc, de façon générale, c'est plutôt rarissime qu'on aura opéré un patient dès son arrivée à l'urgence. Oui, moi je dirais que la plupart du temps, on peut faire ça de façon semi-élective. Il reste les cas où il y a de la nécrose puis de l'ischémie où là, on n'a pas le choix. Puis là, malheureusement, on ne fera pas nécessairement l'intervention finale parce que ça va être dans des conditions urgentes puis on va se concentrer finalement sur resséquer la section d'estomac ischémique. Est-ce qu'on a d'autres modes de présentation qui sont difficiles à cerner, comme par exemple les DRS? Est-ce qu'il y a des types de DRS qui font plus penser à une hernie hiatale? Ben, c'est un peu comme, je pense que ça peut ressembler à une douleur qui ressemble à des spasmes ésophagiens, ou suite à un blocage alimentaire, là, vraiment des douleurs assez intenses qui ressemblent honnêtement à des douleurs cardiaques. Là. Il y a des multiples patients qui sont rendus à l'urgence qui ont eu un bilan cardiaque. Il y a aussi rarement des patients là, qui se présentent un peu avec des pneumonies d'aspiration. Je le vois quand même moins souvent. L'autre chose aussi qu'on va voir dans les présentations un petit peu plus rares, c'est les anémies associées aux ulcères de Cameron, donc des ulcères dans la partie ou portion d'estomac qui est herniée en intra-thoracique. On peut voir ça là, jusqu'à 50% des patients. Ça peut faire partie des indications chirurgicales. On va y revenir. Là, on va avoir tendance à opérer les patients symptomatiques, mais la présence d'une anémie seule, là, dans le contexte où il y aurait eu des ulcères de Cameron identifiés, peut être une indication. OK, donc en endoscopie, est-ce que c'est facile de savoir qu'il s'agit d'un ulcère de Cameron? Est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières? On va voir des fois des espèces d'ulcérations sur le rebord de la hernie hiatale, au rebord diaphragmatique, mais en fait, tout ulcère qui se trouve à être dans la portion herniée, là, il faut avoir une suspicion élevée. Lorsqu'on fait de l'endoscopie, on en trouve quand même souvent des hernies hiatales. Comment on fait pour savoir si le patient va devenir symptomatique ou encore c'est quoi les chances qu'il devienne symptomatique dans le futur? Ben, c'est une bonne question. On pense là actuellement, il y a quand même peu de littérature, mais j'avais trouvé un article qui montrait qu'il y avait un risque de devenir symptomatique alors qu'on avait une hernie paraésophagienne, qu'on l'était complètement asymptomatique. Le risque était de 14% par année. Et on sait que le risque de vraiment développer un volvulus, lui, est beaucoup plus rare, probablement autour de 1% par année. Mais étant donné que le risque là, d'opérer, excuse-moi, j'ai l'impression que je t'ai coupé, mais le risque d'opérer en urgence peut être très élevé, c'est là où on convient qu'habituellement, à partir du moment où un patient va être symptomatique, on va lui suggérer une opération si son risque chirurgical est raisonnable. Donc, on parlait tantôt que c'est surtout des patients âgés, souvent avec plusieurs comorbidités. Comment on fait pour savoir que la chirurgie de hernie hiatale, si on exclut le contexte d'urgence, va réellement aider le patient au niveau de sa qualité de vie, en faisant le parallèle avec les complications? C'est effectivement des patients âgés. J'ai pas vraiment de limite d'âge. Là. Je te dirais qu'on en opère beaucoup dans les 85. Puis rendu là, quand ils sont incapables de s'alimenter, ça semble justifié. Ils supportent surprenamment très, très bien. La plupart de ces patientes-là restent juste une nuit à l'hôpital. Donc, puis c'est souvent des patientes qui ont peu d'autres comorbidités. Là, peut-être que c'est un biais de référence. Là, peut-être que les gens vraiment trop malades nous sont juste pas référés aussi. Là. Mais il n'y a pas d'âge vraiment limite. Là. Si j'ai un doute, je vais les faire évaluer en médecine interne pour voir le ratio risque-bénéfice. Donc, on parlait d'environ 14% de chances de devenir symptomatique, mais si on parle des hernies de type 1 qu'on voit pas mal souvent en endoscopie, c'est quoi les chances que ces patients-là deviennent symptomatiques dans le futur? Qui requièrent un traitement, par exemple? On le sait pas. J'ai pas vu de littérature sur ça, mais il y a tellement de gens qui présentent des petites hernies hiatales. Là, je pense qu'il faut expliquer aux gens qui ont une hernie hiatale de type 1 que c'est une condition fréquente, quasi normale, puis que ça les met surtout à risque de développer du reflux. Si jamais un jour ils développent vraiment des symptômes digestifs autres, ben là on peut se poser des questions, mais je dirais pas à un patient qui a une hernie hiatale de type 1 là, de se surveiller là, pour voir une évolution vers une type 2-3. Excellent. Donc une fois qu'on a trouvé la hernie hiatale, comment on fait pour compléter l'investigation? Ben comme on le disait tantôt, là, ça va arriver qu'on va faire le diagnostic sur une radiographie abdominale, une radiographie pulmonaire, un scan thoracique ou abdominal, mais pour bien faire le diagnostic, là, on va habituellement faire une gastroscopie pour permettre là, finalement d'identifier le type de hernie hiatale puis aussi éliminer la présence d'une lésion autre. Puis un repas barité
qui, lui, va nous permettre là, de bien évaluer la taille de la hernie hiatale, la position de la jonction gastro-œsophagienne par rapport au diaphragme. Puis on va faire habituellement ce test-là avec du barium là, parce qu'il y a toujours un risque potentiel d'aspiration. C'est vraiment, pour la plupart des chirurgiens, là, un examen essentiel là, pour bien évaluer, comme on le disait tout à l'heure, là, la longueur ésophagienne. Nous, on est chanceux dans notre milieu, on a facilement accès aux examens de type fluoroscopique. On sait bien que dans certains milieux, l'accès à ce type d'examen est plus difficile. Est-ce qu'un scanner avec contraste pourrait faire l'affaire? Ben moi, j'ai encore de la misère à m'habituer. Là, je trouve vraiment que le repas barité il est plus anatomique, il est plus dynamique. Évidemment, il y a des images coronales là, qui peuvent être faites pour nous donner des repères anatomiques. Là. Puis honnêtement, je pense qu'on pourrait se débrouiller sans un repas barité avec une gastroscopie. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres investigations qu'on doit faire avant de prévoir un traitement chirurgical? Ben, il n'y a pas d'autres examens absolument nécessaires. Là. Les guidelines de SAGES qui datent pendant quelques années là, suggéraient de façon absolue seulement l'utilisation de la gastroscopie puis du repas barité. Moi, j'ai tendance, et certains autres de mes collègues, à utiliser aussi une manométrie en préopératoire. L'idée était d'avoir une valeur de base là, de la fonction ésophagienne motrice. On sait que la manométrie est très utile avec la pH-métrie pour évaluer les patients avec du reflux. Ça, c'est une autre histoire. Il y a des gens qui disent que si le repas barité démontre une certaine motilité, là, à ce moment-là, la manométrie serait pas nécessaire. Comme je le disais, moi, je pense que c'est toujours intéressant si on a un patient qui développe de la dysphagie en post-opératoire de savoir est-ce qu'il y avait quelque chose en préopératoire qui était déjà présent. Je pense qu'on peut avoir la discussion avec le patient de sa fonction motrice au départ. Pour ce qui est de la dysmotilité œsophagienne, est-ce que c'est plutôt la hernie hiatale qui a causé la dysmotilité avec la dilatation? Puis qu'est-ce que ça va changer dans ta prise en charge chirurgicale? Ben ça là, c'est toujours les histoires de fou la poule, un peu comme dans le reflux où il y a beaucoup de patients qui présentent des syndromes de motilité inefficace puis on pense que le reflux est en cause. On sait que dans la hernie paraésophagienne, des fois mécaniquement, là, il peut y avoir de l'obstruction. Cependant, je te dirais que pour faire systématiquement des manométries, c'est rare que les patients aient un trouble de motilité. Je le vois moins souvent que chez les patients reflueurs. Donc, par contre, comme je te dis, je m'en sers surtout pour une valeur de base. Là, je vais avoir tendance, comme ce ne sont pas des patients reflueurs habituellement, je vais avoir tendance à faire une fondoplicature partielle de toute façon. Puisque je le fais surtout là, pour empêcher la récidive, contrôler le reflux, oui, mais je voudrais absolument pas que mon patient qui est pas reflueur ait des effets secondaires d'une fondoplicature complète. Là, on sait qu'avec une fondoplicature complète, des fois les gens peuvent avoir des symptômes là, en lien avec la rétention de gaz au niveau de l'estomac, là, le gas bloat syndrome. Donc, comme ça peut être associé jusqu'à 25% des patients qui ont des fundoplicatures complètes. Pour les hernies paraésophagiennes, je préfère faire toujours des fundoplicatures partielles là, de type Toupet. Est-ce qu'on fait évaluer les patients en préopératoire en nutrition, par exemple, pour évaluer leur consommation d'aliments créant un peu plus de gaz, pour essayer de diminuer le gas bloat syndrome, ou c'est pas vraiment utile, puis on fait pas ça? C'est une bonne question. Moi, je le fais pas systématiquement. Pour mes patients avec hernie paraésophagienne, c'est pas un problème puisqu'on fait toujours des fundoplicatures partielles. Si j'opère un reflueur réfractaire ou quelqu'un qui veut pas de médicaments, ben à ce moment-là, je vais attendre qu'il développe un gas bloat syndrome pour le faire voir en nutrition si je pense que ça peut être aidant. On arrive maintenant au milieu de la présentation. On va faire une courte pause, puis on poursuit notre survol de la hernie hiatale avec Dr. Émilie Comeau du CHUS Hôtel-Dieu. Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin. On arrive maintenant à la deuxième partie de la présentation. Peux-tu nous parler, Émilie, des indications chirurgicales de la hernie hiatale?
Donc, si je me réfère encore là aux guidelines de SAGES, qui sont quand même un peu anciens, mais qui représentent encore notre pratique, là, la réparation des hernies hiatales de type 1 n'est pas nécessaire en l'absence de reflux. Donc, l'indication chirurgicale dans les hernies hiatales de type 1, c'est vraiment, ça repose sur le reflux. Donc, j'en parlerai pas plus aujourd'hui, mais tu le sais comme moi, là, il y a des indications pour opérer des gens avec du reflux, les gens qui, par exemple, ne veulent pas prendre de la médication ou des gens chez qui le traitement médical cause des effets secondaires ou les gens chez qui le traitement médical est insuffisant. À ce moment-là, on peut parfois considérer une indication chirurgicale pour le reflux. Puis s'il y a une hernie hiatale de type 1, à ce moment-là, on va la réparer en même temps. Par contre, s'il y a une hernie hiatale de type 1 sans symptômes ou une hernie hiatale de type 1 avec du reflux bien contrôlé par un traitement médical, il n'y a pas indication de pousser plus loin. Ensuite, si on parle des hernies paraésophagiennes, donc les hernies hiatales type 2, 3, 4, c'est recommandé d'opérer toutes les hernies symptomatiques, surtout s'il y a des symptômes obstructifs ou ceux qui ont déjà fait un épisode de volvulus. Puis, par contre, la réparation là, élective d'une hernie para complètement asymptomatique, c'est pas absolument indiqué. Puis à ce moment-là, c'est là qu'on peut tenir compte de l'âge et des comorbidités du patient. Quand un chirurgien s'assoit avec un patient qui a une hernie hiatale type 2, 3, 4, je peux dire que c'est rare que le patient est asymptomatique quand j'ai fini de le questionner. Parce que vraiment, on va au point de vue des douleurs thoraciques, la satiété précoce, comme on l'a dit tantôt, des blocages. La plupart sont symptomatiques. Mais ça arrive là, que le patient l'est complètement asymptomatique, puis à ce moment-là, habituellement, on recommande pas de chirurgie. Je vous réfère d'ailleurs à l'excellent balado déjà réalisé sur le reflux gastro-œsophagien où Olivier Mailloux avait interviewé Dr François Julien, effleurant aussi les hernies hiatales de type 1. Pour ce qui est des hernies hiatales de type 2, 3 et 4, quelles sont les interventions qui seront privilégiées? Bien, l'intervention de choix, c'est vraiment la cure de hernie hiatale avec ou sans fond de plicature. Puis, même si c'est possible de réparer ça là, par voie abdominale ouverte ou par approche thoracique, l'approche laparoscopique, là, c'est vraiment imposé dans les dernières années comme moins morbide puis comme l'approche de choix. Pour les chirurgies digestives hautes, on sait qu'un foie particulièrement stéatosique peut être dans le chemin de la dissection, peut être particulièrement pénible. Est-ce que tu proposes une diète en préopératoire? Puis si oui, à partir de quel IMC tu y penses? C'est une bonne question. C'est rare que les patients avec hernie paraésophagienne ont des problèmes d'obésité, mais j'utiliserais les mêmes critères là, que j'utilise dans d'autres interventions. Exemple, les surrénales. Là. Donc, je te dirais que si le patient a une IMC à 35 ou plus, je vais habituellement recommander une diète préopératoire de 2 semaines à basse calorie. Excellent, donc à environ 2000 calories par jour? Exact. Super. Est-ce qu'il y a d'autres approches, par exemple? Est-ce qu'il y a des raisons de passer par le thorax pour aller réparer une hernie hiatale, peu importe le type? Écoute, il y a sûrement certains chirurgiens thoraciques qui considèrent encore que c'est leur approche de choix. Peut-être que ça peut être considéré dans des récidives, mais je pense que pas mal tout le monde s'entend pour dire que l'approche de choix, c'est l'approche laparoscopique, surtout pour les hernies primaires. On parle de récidive. Est-ce que ça fait une différence qu'on réalise une fin d'oplicature ou pas, partielle ou complète? C'est pas si clair, hein, mais ce qui est certain, c'est que le taux de récidive symptomatique est pas mal moins grand que le taux de récidive radiologique. Donc, on essaye de pas chercher les récidives. Donc, on les teste pas, les patients. S'ils sont bien, c'est tant mieux. Puis, on va accepter jusqu'à 2 cm là, d'hernie hiatale, si on veut, là, avant de parler d'une récidive. C'est sûr que plus on opère des gens âgés, meilleures sont nos chances d'avoir des bons chiffres. Pour ce qui est de l'intervention, c'est quoi les étapes clés qu'on ne doit pas manquer pour réussir une bonne cure de hernie hiatale? Bien, comme tu l'as dit en premier, là, après l'insertion de notre corps, je pense que c'est de bien soulever le foie. Moi, j'aime bien utiliser un écarteur là, de type autostatique là, qui est retenu là, avec un rétracteur à la table. Ensuite de ça, ben, c'est de disséquer au niveau de l'hiatus, puis idéalement réduire et exciser le sac herniaire.
y a de la controverse là, sur la nécessité d'une excision complète du sac hernière, mais je pense que la plupart des gens s'entendent là, que une dissection extensive peut peut-être augmenter le risque de trauma au nerf vague, mais que une bonne réduction du sac hernière avec excision la plus complète possible est vraiment utile pour diminuer les récidives. Ensuite, c'est de s'assurer là, par une bonne dissection qu'on obtient une longueur ésophagienne suffisante en intra-abdominal. On parle d'au moins 3 cm, puis il faut savoir que l'approche laparoscopique peut être trompeuse. Le pneumopéritoine repousse le diaphragme vers le haut. Donc, il faut pas être trop serré sur notre 3 cm, là. C'est pas rare que des fois, je trouve qu'il m'en manque un peu, puis là, je dissèque, puis là, je remesure, puis je suis rendue à 6. Je suis comme, bon, OK, ça va être correct. Mais une fois là, que le pneumopéritoine, on le rebaisse, là, on voit qu'on perd 1 centimètre facilement. Ensuite, il faut refermer les piliers. Ça, c'est vraiment important, là, refermer les piliers. Ça, parfois, ça peut être difficile, puis il faut faire des manœuvres supplémentaires. Puis ensuite, on fait ou pas une duplicature, là. Donc ça, je te dirais que ça représente les étapes les plus importantes. Donc, on parlait du traumatisme des nerfs vagues. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent lors de la cure de hernie hiatale? Puis si ça arrive et qu'il y a un problème de vidange, est-ce que c'est un problème qui a tendance à être temporaire ou permanent? Mais c'est intéressant parce qu'il y avait une étude en 2008 là, de l'équipe de Seattle de Pellegrini qui avait démontré que même lorsqu'il y avait vagotomie, ça augmentait pas significativement là, les syndromes de chasse, donc les syndromes de dumping, les problèmes de vidange, puis les autres effets habituellement associés à la vagotomie. Puis cette équipe-là suggérait même de faire une vagotomie avant de considérer des allongements là, par gastroplastie, des allongements ésophagiques. Il y avait quand même 150 patients qui avaient été sur qui l'étude avait été faite, puis il y a une centaine de patients qui avaient été suivis. Puis de ces 100 patients-là qui avaient un suivi à long terme, il y avait quand même un tiers qui avait eu une vagotomie. C'est quand même rassurant. Là, on se dit que si on va faire attention toujours aux nerfs, mais c'est rassurant de se dire que s'il y a un trauma accidentel, il y a des bonnes chances que le patient n'ait pas de symptômes. Lorsqu'il nous manque de longueur œsophagienne, on l'a bien disséqué dans le médiastin, on a tiré dessus, on a essayé de le ramener dans la cavité intra-abdominale. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Dans le médiastin, là, on dirait qu'on peut toujours en faire un peu plus. Là. Il y a dissection. On dirait qu'une fois qu'on fait le tour à droite, à gauche, en arrière, en avant, si on retourne à gauche, à droite, on peut toujours en gagner plus. Là. Mais bon, à un moment donné, il y a des gros vaisseaux qui nous arrêtent. Si vraiment on n'atteint pas la longueur ésophagienne, là, on a des options. Là. Il y aurait comme une équipe comme cette équipe-là de Pellegrini, qui est quand même bien reconnue, qui eux recommande de sectionner un nerf vague. Ce qui n'est pas vraiment recommandé par SAGES, ou en tout cas l'était pas au moment de l'écriture des guidelines. Sinon, c'est de procéder à une gastroplastie de colis. Donc, en fait, là, on excise une portion du fundus gastrique pour allonger artificiellement là, l'ésophage. Si on fait ça, est-ce que tu as tendance à utiliser une bougie? Oui, définitivement. Ouais, puis je pense qu'on fait ça, c'est bien important de complètement libérer les vaisseaux de la grande courbure, bien protéger la rate. Puis c'est sûr que l'expérience de chirurgie bariatrique là, devient aidante là, pour cette technique-là que on fait quand même excessivement rarement. As-tu une idée de quel pourcentage de cas tu as besoin de réaliser une intervention supplémentaire pour allonger l'œsophage? Ah, définitivement moins que 5%, c'est rare. Peut-être 2% dans ma pratique. Mais évidemment, peut-être qu'il faut s'attendre à ce que ce taux-là augmente dès qu'on parle de récidive et de réopération. Parce que là, premièrement, les tissus vont être moins souples, ce sera plus cicatriciel, mais aussi il y a peut-être une raison pourquoi le patient a récidivé. Peut-être qu'à la base, justement, il y avait un œsophage un peu court, puis on a pensé que ce serait correct, mais bon, probablement qu'il faut s'attendre à un plus haut taux de nécessité de gastroplastie dans les réopérations. Au niveau pratico-pratique, as-tu des trucs pour réaliser les points pour refermer les piliers? Est-ce qu'il y a des petites astuces pour pas manquer son coup? Oui, moi je pense que la plupart des gens s'entendent sur le fait que c'est vraiment surtout important de réparer en postérieur. Moi, c'est extrêmement rare que je vais utiliser des points en antérieur. J'aime utiliser des points en U. Puis j'utilise des pledgets sur mes sutures là, que moi j'utilise du Ticron, puis je prends des pledgets que je sectionne dans une prothèse résorbable.
Et je noue mes sutures par voie extracorporelle. Au départ, j'avais appris ça comme ça dans mon fellowship. Je me suis rendu compte que c'était très utile pour avoir une idée de la tension aussi. On apprend à bien jauger la tension de cette façon-là. Il y a même des études qui mettent des tensiomètres sur le pouce-nœud. Là. C'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant. Mais aussi, j'ai trouvé que c'était comme une technique vraiment intéressante à apprendre aux résidents si un jour ils ont à réparer un trauma diaphragmatique. En scopie, ils voient un petit trou, il se passe quelque chose qu'eux-mêmes le blessent. C'est pas tout le monde qui va être à l'aise d'aller faire des points à la main au diaphragme. Puis, donc, moi, je les ferme toujours comme ça maintenant. Donc, en postérieur, ça prend de 3 à 4 points en U. Et des fois, je vais ajouter un petit point en antérieur, mais c'est rare. Là. Je le fais juste si je trouve que vraiment l'œsophage prend une courbe là, qui devient pas naturelle. Est-ce qu'il y a une place pour les prothèses dans la cure de hernie ou pas vraiment? C'est vraiment super controversé, là. Il y a des études qui ont montré en fait que ça diminue les récidives précoces, mais pas les récidives à long terme. Moi, j'en utilise la plupart du temps, mais une prothèse résorbable. Mais je pense pas que c'est nécessaire. Pour ce qui est de la fundoplicature dont tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une différence entre l'affaire antérieure ou postérieure ou il n'y a pas réellement de différence à ce moment-là? Ben, je pense qu'on peut faire un peu ce qu'on veut à partir du moment où on a fait une fundoplicature, où on veut faire une fundoplicature. Il y a des gens qui font des complètes ou des partiels. Habituellement, on aime faire les fundoplicatures antérieures quand on n'a pas disséqué en postérieur. Exemple, dans les myotomies delaires, on garde des attaches postérieures. Dans un cas d'une hernie hiatale, une fois qu'on a tout défait de toute façon sur 360 degrés, je pense que la plupart des gens qui font une fundoplicature vont choisir la fundoplicature de Toupet, qui est une fundoplicature là, 270 degrés postérieure. Mais on parlait tantôt que c'était pas si clair que ça sur le taux de récidive de la hernie, cette fundoplicature. Non, c'est pas nécessairement clair, mais il y a comme 2-3 raisons là, qui font que la plupart des gens aiment en faire une. Premièrement, on se dit, bon, OK, mon patient au départ était pas reflueur, mais là, j'ai défait à peu près tous ces mécanismes anti-reflux. J'ai défait la membrane phréno-œsophagienne. Là, l'œsophage est complètement libéré, donc peut-être que je pourrais favoriser un reflux. Donc, ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que effectivement, là, l'espèce d'effet bulk, le fait que l'œsophage soit associé à la fundoplicature, ça fait quelque chose d'un petit peu plus gros. Ça fait du sens que mécaniquement, ça diminue le risque de récidive, mais pas au-delà de si j'ai un œsophage court. Alors, je pense que à toutes circonstances égales, probablement que la fundoplicature peut aider, mais c'est pas des études qu'on a pu faire parce que les patients ont tellement de facteurs indépendants. Si je reviens une étape en arrière, on essaie de fermer nos piliers, on fait des beaux points en U, on utilise des plaies de jet, on les ferme doucement, on baisse le pneumo au besoin, mais malgré ça, ça ferme sous tension. Tu veux dire, il y a trop de tension puis on réussit pas à fermer? Ouais, c'est ça. Ça, c'est un problème pour les chirurgiens de l'hiatus. Là, on appelle ça le dreaded O orifice. Là, donc, on arrive puis on a un orifice qui est en haut au lieu d'être ovalaire puis qui est rigide. On le voit assez vite. Dans ces cas-là, il faut faire des incisions de relaxation sur le diaphragme parce qu'en fait, ce qui est reconnu d'être très mauvais, là, c'est de mettre des prothèses de bridging, un peu comme dans n'importe quelle technique de hernie. Là, c'est jamais nos approches de choix. Donc, aller porter une prothèse entre les piliers, ça, c'est pas recommandé. Donc, on va inciser d'abord sur le côté droit, là, puis je parle du côté du foie, du pilier. On va ouvrir le pilier de façon longitudinale. Puis on va, à ce moment-là, habituellement permettre une réparation primaire sous l'œsophage. Puis dans un deuxième temps, là, on va mettre une prothèse pour réparer le diaphragme. Et si cette technique-là est pas suffisante, on peut avoir à faire aussi une incision de relaxation du diaphragme gauche. Moi, dans ma pratique, les 2 seules fois où j'ai eu besoin de faire ça, l'incision diaphragmatique du côté droit a été suffisante. Pour ce qui est de la gastropexie, est-ce que c'est juste un historique chirurgical ou bien c'est quelque chose qu'on peut se servir, par exemple, en urgence, mettre une gastrostomie ou encore fixer l'estomac à la paroscopie avec plusieurs points au niveau de la grande courbure sur la paroi antérieure? Ben, nous, en électif, j'utilise pas vraiment ça. Des gastropexies, il y a quand même c'est quand même un peu rapporté pour les volvulus sans hernie hiatale. Donc, c'est une autre
pathologies un peu associées. Est-ce que ça peut être correct en urgence, quelqu'un qui a peur qu'il y ait une récidive, le temps de référer à un collègue? Oui, là, puis la gastrostomie peut servir à ça. Là. Nous, si jamais il y a eu une gastrostomie avant, là, ça ne va pas nuire du tout à notre réparation. En fait, ce qu'on préfère, c'est qu'il n'y ait pas une tentative de dissection des piliers pour rien. Là. Si on s'embarque dans la dissection du sac hernière, je pense qu'il faut être capable de terminer l'opération. Ça va être plus simple que ça soit les tissus qui n'ont pas été manipulés trop pour le chirurgien qui va faire la réparation de la hernie hiatale. Fait que ça pourrait être correct en aigu de soit réduire le contenu, regarder l'état de l'estomac, resséquer une partie s'il y a une partie nécrotique, puis là, tout dépendant comment ça se présente, finalement, de faire une certaine fixation à la paroi, oui, pourquoi pas. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Donc, dans un cas où tu aurais fait une résection gastrique pour ischémie, il n'y a rien qui t'empêcherait de compléter complètement ta cure de hernie hiatale de façon tout à fait standard, là, comme en électif. Tu veux dire tout faire d'un coup? Moi, oui, nous, ça m'est déjà arrivé. Là, si, disons, on n'est pas capable de réduire le volvulus, puis on doit aller chirurgicalement, on peut faire la réparation sans problème. Là, s'il y a une petite portion nécrotique ou s'il n'y en a pas encore plus, puis là, procéder à la chirurgie. Ce qui va nous limiter, là, c'est en fait l'état du patient, puis la collaboration avec l'anesthésiste, là, si lui, il trouve que le patient peut le supporter. Je me rappelle d'un cas où ma collègue avait commencé un cas, puis finalement, la patiente était trop instable pour poursuivre, là, donc elle a préféré arrêter. Mais il n'y a pas de contre-indication, là. Mais c'est sûr que quand on peut réduire le volvulus avant d'aller au bloc, puis là, le faire de façon semi-urgente, ben on met toutes les chances de notre côté. On a un patient qui est bien hydraté, puis qui peut être évalué comme il faut. Si on prend un autre cas de figure maintenant plus difficile en urgence, c'est le côlon qui est incarcéré, il est particulièrement dilaté, tu as de la difficulté à le réduire, à le ramener dans la cavité intra-abdominale. Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut utiliser pour faciliter? Oui, il y a différentes choses qu'on peut faire. Là, encore là, descendre un levier pour aller chercher tout l'espace qu'on peut en aspirant bien dans l'estomac. On peut aussi s'assurer avec l'anesthésiste qu'on a une relaxation optimale. Puis, en dernier recours, là, on peut agrandir l'hiatus là avec un appareil comme le scalpel harmonique. Je me rappelle d'une fois une patiente en choc, mais c'était sur une hernie hiatale, para-hiatale, un traumatisme qui avait été fait pendant une œsophagectomie. Probablement, puis l'orifice avait grossi au fil du temps, puis il y avait 2 mètres de grêle, puis une bonne partie du côlon transverse dans le thorax. Il avait fallu agrandir l'orifice pour pouvoir permettre une réduction. Donc, ça peut se faire aussi si c'est l'orifice hiatal, là. Lorsqu'on a besoin d'ouvrir les piliers au scalpel harmonique, justement, est-ce qu'il y a un endroit qui est plus sécuritaire à utiliser? En antérieur, là, je pense que c'est là que c'est le plus safe, là, en antérieur un peu à droite, mais avec grande précaution. En post-opératoire, est-ce qu'il y a des précautions particulières, par exemple, pour la nausée? On a souvent un contrôle intensif de la nausée. Mais c'est probablement juste d'avoir une bonne discussion avec ton anesthésiste pour espérer que ton patient au réveil fasse pas d'importants efforts de vomissement. Donc, un traitement agressif des nausées, des vomissements avec du Zofran. Moi, habituellement, je laisse les patients prendre une diète liquide dès leur réveil et je les mets à jeun à minuit pour faire un repas barité au matin. Ce repas barité-là me permet surtout là, de m'assurer qu'il n'y a pas de récidive précoce. J'ai déjà eu une patiente qui avait une récidive en post-op immédiat. Mais surtout pour avoir une image de base au suivi du patient. S'il redéveloppe des symptômes, mais au moins je sais de quoi on est parti puis je peux voir une évolution. Ensuite, j'ai tendance à mettre les patients à la diète molle, une diète purée en fait pendant 3 semaines. Là. Donc, tu me demandais tantôt, est-ce que je les fais rencontrer par une nutritionniste? Non. Je leur dis de tout mettre dans le blender ou des choses très, très molles pendant 3 semaines. Encore une fois, pour pas qu'il y ait de blocage alimentaire puis d'efforts de vomissement, mais aussi parce que on sait que l'édème va être maximal à 2 semaines. Donc, si les patients commencent à manger un peu trop rapidement, ben là, il y en a des fois que ça va être difficile au bout de 2 semaines, puis là, on pourrait se ramasser avec un impaction alimentaire, un blocage, des efforts de vomissement qu'on veut éviter. Et après ça, je les laisse s'alimenter. Après leurs 3 semaines de purée, là, ils peuvent réintégrer la diète normale en mastiquant bien. Les patients savent habituellement c'est quoi les aliments difficiles, là, le pain frais,
le poulet. Donc, je leur dis toujours en face qu'on garde la sandwich au poulet pour la fin. Quand je les revois après un mois, c'est ça, il y a 2 types de patients. J'ai les patients hyper anxieux là, qui ont à peine mangé une petite bouchée de toast grillé là, après leur purée, puis j'ai des patients qui ont déjà mangé un hamburger. Fait que ça me sert un petit peu à les différencier. Là, ceux qui ont déjà mangé un hamburger, habituellement, je leur donne congé, puis les plus prudents et anxieux, des fois, je vais leur refaire un suivi téléphonique pour m'assurer qu'ils mangent bien. Pour la diète post-opératoire, à ce moment-là, est-ce que ça ressemble un peu à la diète post-gastroplastie verticale? Ben, c'est les quantités qui sont pas les mêmes, par exemple. C'est sûr que dans la chirurgie d'obésité, on va rester avec beaucoup plus des purées, avec des petites quantités, là, parce qu'on est en perte de poids, puis le réservoir gastrique est beaucoup plus diminué. Dans la chirurgie d'hernie paraésophagienne, il y a quand même un estomac qui est un petit peu diminué en volume, là. Et souvent, je vais recommander aux patients de manger 6 fois par jour, mais je ne vais pas accentuer sur les volumes maximaux. Ils vont pouvoir aller, les volumes maximaux, vont pouvoir aller selon leur tolérance. Est-ce que les patients doivent s'attendre à une certaine perte de poids en post-opératoire d'une hernie? Ça peut arriver, là, ça peut même être jusqu'à 5 à 10 %, mais pas toujours. Moi, je trouve que c'est très variable. Ce qui est vraiment drôle, là, c'est que beaucoup de patients vont remarquer beaucoup plus de flatulences. Là, donc, les petites madames trouvent ça bien drôle quand je leur dis en préopératoire qu'il faut s'attendre à ça. Je sais pas si c'est le fait qu'en pré-op, les gens ont beaucoup plus d'éructation qu'ils pensent, mais en post-op d'une hernie paraésophagienne, là, les gens le disent, ils ont beaucoup plus de gaz intestinaux. Pour la récidive, est-ce qu'on doit la rechercher ou on attend plutôt que le patient revienne à la clinique avec des symptômes, par exemple, de reflux, de dysphagie, d'inconfort ou autre? Bien, on pense que les facteurs de risque, c'est probablement l'obésité, puis aussi la taille de la hernie hiatale initiale, probablement en lien, comme je t'ai expliqué, avec la longueur de l'ésophage initial. Mais non, je pense que le mot d'ordre est c'est ça, on ne cherche pas. On attend que les symptômes reviennent. Est-ce qu'on reprend la même technique à ce moment-là, c'est-à-dire le même processus, la même technique, les mêmes idées? Oui. En fait, il faut tout défaire. Il faut reprendre la dissection au complet. Tout en sachant que pour une récidive, il y aura plus encore de risque de récidive, puis il faut probablement être prêt à utiliser là, des gastroplasties, un certain type de gastroplastie pour allonger l'ésophage. Il faut être un peu prêt là, pour la guerre. On approche maintenant de la fin. Si on essaie de résumer puis de ramasser les points clés, un message à envoyer aux auditeurs avant de terminer? Oui, ben en fait, que c'est important là lorsqu'on fait le diagnostic d'une hernie hiatale de type 2, 3, 4, de faire le tour là, finalement de tous les symptômes possibles puis de référer le patient à quelqu'un qui est capable de lui offrir un traitement chirurgical si on découvre que le patient est symptomatique. On sait que le risque de volvulus est faible, mais cette condition-là est très morbide. Donc, on est pas mal mieux d'opérer ces patients-là en électif qu'en urgence. Merci beaucoup, Dr. Comeau, pour cet excellent tour d'horizon des hernies hiatales. Merci.